Donc, dans le point lecture de mars, j'ai pensé à vous mettre le rouge à lèvres. Vous savez, la laque, machin. Voilà. Ça marque pas. Pas vraiment. Bon, là, je me suis humidifié le truc avec un gloss. Enfin, un baume à lèvres. Ce qui est pas très intelligent, hein, mais... Voilà. C'était pour ceux qui m'avaient demandé quel effet ça faisait. J'en ai mis ce matin, j'en ai juste remis à 11h parce que j'avais une réunion et que, comme c'était en extérieur, je pouvais lever le masque. Et donc, voilà, j'en ai mis à 11h et j'ai mangé à midi. Donc, voilà, c'est pas trop moche. Lumière naturelle, pour une fois, j'ai pas la lampe derrière. C'est mieux. Même si vous savez que dans quelques temps, la lampe sera obligatoire hein, pour éviter de mourir de chaud. Voilà, donc, nous sommes lundi 28. J'ai fini le dernier samedi matin, parce que de toute façon j'étais sans box, donc du coup j'ai pu depuis vendredi. Hein, d'après ce que j'ai compris, ça a tombé vers 2h de l'après-midi, donc du coup j'étais sans box jusqu'à samedi après-midi. Donc j'ai lu, voilà, je l'ai fini plus vite que ce que j'avais prévu. Je n'ai pas lu depuis, puisque j'attaque les lectures d'avril bien mercredi, quand vous verrez vous cette vidéo. Parce que en fait je me suis laissé 4 jours, enfin 3 jours, 3 jours. Je me suis laissé 3 jours de liberté pour en fait respirer entre deux mois de lecture, sachant que ce qui m'attend au mois d'avril est assez sympa et que vous verrez la pile à lire alors sûrement dimanche prochain puisque mercredi prochain je vais vous tourner, alors peut-être après avoir tourné ça parce que je suis dans le mood hein, donc voilà. La pile à lire j'ai pas encore tourné, mais je voulais faire un bilan des livres qui me restaient de la pile à lire qui me restait de 2020-2021 et les quelques achats que j'ai fait depuis. Pour vous montrer ce qui me restera à répartir, sans compter évidemment ceux que j'aurai repérés, que j'ai déjà repérés, et sans compter ceux de mai que j'ai déjà repérés et que je veux absolument lire en mai. Oui, j'ai déjà fait ma pile à lire en mai parce qu'il y a des choses que je veux lire absolument, voilà. Que je ne veux pas attendre 6 mois pour les lire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je trouve que c'est du bel ouvrage, 6 bouquins, voilà, sachant que, comme je le rappelle, parce qu'il y a quelqu'un gentiment qui m'a dit sur Insta, oui, mais tu lis que 6 livres par mois. Moi, j'appelle pas ça une grande lectrice. Et je lui dis, c'est jusqu'à combien la grande lectrice? Elle m'a dit, je sais pas, au moins 2 ou 3 livres par semaine. J'ai dit, il faudrait encore que j'ai le temps pour lire 2-3 livres par semaine. Voilà, je dis parce que je regarde des films, j'écoute de la musique, je dessine, j'écris, je fais des choses, je fais de la photo. Je me suis remis un peu à la photo comme ça pour m'amuser. Voilà, donc je fais plein de choses qui me passionnent et qui m'intéressent et qui me donnent envie et qui me font me lever le matin. Et je procrastine aussi pas mal. Si c'est pour... non, voilà. Donc j'enquille pas. Et tant mieux pour les autres qui peuvent le faire et qui font et qui adorent ça et que leur vie c'est le livre, et j'en connais plein et je suis très contente que ça se passe très bien. Et moi j'ai besoin d'autres activités, voilà, j'ai besoin de faire des alternances. Je suis contente de mon bilan quand même hein. Voilà, alors on commence tout de suite par le premier lu. Vous savez que je ne fais pas par ordre de préférence, moi je fais par livre lu. Alors, le premier lu, et je dois remercier Gwen de la chaîne Les Carnets de Gwen, parce que lors de ma lecture de Berlin Requiem, en septembre dernier, elle m'avait pointé ce livre-là de Xavier Maribonneau. Moi, j'avais adoré Berlin Requiem, et elle m'avait dit, est-ce que tu as lu celui-là? Je lui ai dit non, mais je l'ai quelque part. Elle m'a dit, il faudrait peut-être que tu le lises, parce qu'il est vraiment bien. Donc, aimant bien les goûts de Gwen et lui faisant confiance pour ses avis, je me suis dit il faut que je le sorte. Alors évidemment, hein, entre septembre et maintenant, je l'ai sorti, mais j'avais décidé de le sortir en 2022, donc je l'ai lu dans les premiers mois de 2022. Alors on est au début de la Première Guerre mondiale avec Philippe Moreau, qui est un jeune homme, on va dire somme toute basique, qui est un peu plus éduqué que sa famille puisqu'il a le bac, mais qui n'a aucune expérience, ni dans la vie, ni avec des femmes. Il est vierge sur tout point.
Et ce garçon, lorsqu'il va être incorporé lors de son service militaire, la Première Guerre mondiale éclate et on le retrouve dans les tranchées. Et nous, quand on connaît Philippe Moreau, au début du roman, a 100 ans. Il vient de perdre la femme de sa vie avec qui il a vécu plus de 70 ans. Et il est à la fois en l'attente de la mort, mais comme un ancien poilu qui a survécu, il veut du rab. Voilà. Et il va nous raconter sa vie, en gros, et surtout une grosse partie qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale qui a aiguillé, on va dire, sa vie, puisqu'il était, au début de la guerre, plongé dans l'enfer, on va dire, du Nord, et il va se retrouver dans certaines tranchées et au front, pas loin de son village d'enfance, où ses parents sont en fait quelque part en Bauchi, donc dans la zone occupée allemande, mais dont il n'a aucune nouvelle. Il n'a des nouvelles que de l'arrière par sa sœur. Et c'est tout ce qu'il a. Et un jour, va arriver un sous-off, donc un sous-lieutenant, qui est assez étonnant parce qu'il ne fait que noter. Il a un crayon, un papier, un stylo, enfin bon bref, il a tout ce qu'il faut. Il est là, il prend des notes, il regarde, il observe les gens, il se renseigne par rapport à ces hommes, il fait venir plus ou moins leur dossier, leurs fiches, etc. Et il va se prendre à parler avec Philippe assez rapidement parce qu'il a observé que Philippe, lui, dessinait fort bien, croquait fort bien. Et ils vont commencer un genre de relation artistique, tous les deux, sous la mitraille. Et petit à petit, va se former une discussion sur les dessins. Montre-moi tes dessins, je vous montre, parce qu'elle est vacances tutoriel. Enfin, je te montre mes poèmes si tu me montres tes dessins. Et ce sous-off, tous les hommes l'appellent Cointreau Whisky, parce qu'il n'arrive pas à dire son vrai nom, qui est Kostrovitsky. Et ce fameux sous-off, en fait, a un nom de plume. Son nom de plume, c'est Guillaume Apollinaire. Voilà. Et il va raconter, ce Guillaume Apollinaire, sa vie à Paris, la bohème à Paris, ses potes, qui ne sont pas encore connus, mais qui sont des artistes et qui sont l'avant-garde. Et on parle de Sandra Ars, et on parle de Picasso, et on parle de Braque, etc. Et en fait, Philippe ne connaît personne. Enfin, en tous les cas, pas ces gens-là. Et donc il va lui dire après la guerre tu viens à Paris, je te ferai rencontrer des personnes qui connaissent les dessins, qui sont susceptibles peut-être de te prendre des dessins, de te payer pour faire des dessins. Et ils vont continuer leur histoire sous la mitraille, au milieu de la pourriture, de la mort, des intestins, du sang, et quelquefois d'un ciel bleu sur la mitraille et d'un moment de beauté, de poésie. Et ils vont être blessés le même jour, tous les deux, pratiquement au même endroit sur leur tête, et pratiquement au même moment. De toute façon, ils étaient au même point, puisqu'ils étaient dans le même bataillon. Et ils vont partir à l'arrière, forcément, pour se remettre. Et Philippe va monter, comme on disait, à Paris pour aller rejoindre son sous-lieutenant pour voir comment il va, etc. Et il va se retrouver dans la bohème de Saint-Germain-des-Prés, de Montmartre. Il va croiser ces fameux artistes dont lui parlait Guillaume Apollinaire, et il va plonger plus ou moins dans les arcanes de ces amitiés artistiques qui étaient peut-être des clubs privés, des choses un peu plus ouvertes. Et puis il y a des inamitiés, il y a des jalousies, il y a des petites choses qui se greffent. Et il va nous raconter tout ça, y compris la rencontre avec la femme de sa vie et évidemment ce qui s'est passé après. Alors la plume de Xavier Maribonneau est belle. Voilà, alors ça, c'est un effet établi. Et puis, je trouve que c'est un texte touchant, cynique sur la guerre et ce que ça a pu faire aux hommes qui se trouvaient sous la mitraille, l'angoisse, la peur, mais effectivement, c'est côté poétique dans les tranchées, puisqu'on a des témoignages, on le sait, moi je le sais pertinemment pour la bonne et simple raison que Louis Gendreau, donc vous savez que je suis la biographe officielle, déclamer l'aiglon de Rostand dans les tranchées pour soutenir ces hommes. Donc Guillaume Apollinaire faisait pareil. Voilà. Et lui dessinait, montrait ça à ses potes et à ses copains de malchance. Et ça a montré un petit peu de bonheur et de poésie dans cette espèce d'horreur absolue. Très joli livre. Je dirais pas que c'est un coup de cœur absolu, mais je lui mettrais une moitié de petit cœur.
Ah, ben maintenant, je commence à mettre des petits cœurs. Hein. Voilà, donc c'est Le tombeau d'Apollinaire, Xavier Barry Bonneau, donc c'est chez Bellefond. Honnêtement, si vous aimez ça, cette période, si vous aimez la poésie, parce qu'il y a beaucoup de poèmes, aussi des morceaux de poèmes, des morceaux d'artistes, de lettres d'artistes, n'oubliez... Ah, j'avais même pas vu qu'il avait pris le prix du roman historique des rendez-vous de Blois. Classe. Classe. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, hein, quand on dit que la guerre est belle, tout est relatif. Alors, deuxième livre, et là, c'est un tome 2, mais alors qui peut se lire, je le dis tout de suite, qui peut se lire complètement indépendamment du premier. Donc le premier, c'est noté dessous la jaquette, hein, au cas où vous... Voilà. Le premier, c'est L'Enfant 44, le deuxième, donc c'est Colima de Tom Rob Smith, donc là c'est chez Pocket. Alors on est en 1956, en pleine déstalinisation, fait notamment par Khrouchtchev, qui n'est pas encore... qui n'est pas encore le chef du gouvernement, mais qui est le chef du parti, et qui entretient, on va dire, cette envie de déstaliniser, de faire table rase de ce qu'a fait Staline, qui est mort en 1953. Et on va retrouver Léo, donc on avait croisé avec sa femme Raïssa dans Enfant 44, mais comme je vous dis, c'est vraiment deux livres différents, et surtout deux façons, deux genres presque différents. Alors évidemment, ceux qui ont lu Enfant 44 savent ce qui s'est passé, et donc vont tomber dans le livre plus facilement que ceux qui ne connaissent pas. Mais il y a des petites réminiscences au début de Colima qui font que même si vous n'avez pas lu Enfant 44, vous allez savoir ce qui s'est passé. Alors c'est à vous de voir si les peu de spoil qu'il a, ça va pas vous gâcher la lecture d'Enfant 44. Personnellement, vu ce qu'il y a, ça ne vous expliquera jamais ce qui s'est passé dans Enfant 44. Donc on est avec Léo, avec Raïssa et avec les deux jeunes filles qu'ils ont adoptées. Et Zoya et Elena, alors Zoya a 14 ans, Elena en a 7. Elena s'est très bien fondue dans cette nouvelle famille, Zoya pas du tout. Sachant qu'elle sait très bien que c'est Léo qui a plus ou moins fait abattre ses parents, et donc elle lui en veut à mort. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est de le tuer pendant son sommeil. Ça, super la famille, enfin voilà. Et nous, on apprend dans vraiment le prologue que quand il était jeune agent donc, du MGB, donc le futur KGB, et hein, voilà. Plus simple que je vous dis ça, sinon... Voilà. Et quand il était jeune agent, il a été infiltré auprès d'un prêtre orthodoxe et de son épouse dans une église, enfin... Voilà. Et il les a trahis, en fait, il a fait son travail d'agent des services secrets, donc au bout d'un moment, quand il a eu les renseignements, il les a trahis, et tous les deux ont été condamnés au goulag à Colima, et l'autre aussi, mais ailleurs. Et quand on le retrouve en 56, en fait, il y a une menace qui plane sur lui. Il se débat avec cette famille un peu recomposée, alors qu'il veut être un bon père, et il essaie par tous les moyens d'être un bon père, mais voilà, il y en a une qui le déteste, et... il va recroiser la route d'une femme qui décide de se venger. C'est la femme du prêtre orthodoxe qu'il avait dénoncé. Pour une raison, et elle a encore plus de haine pour lui, et vous comprendrez pourquoi dans le récit. Et elle va le mettre face à ce qu'il a fait dans le passé, et elle va menacer sa famille en lui disant, voilà, les clés, c'est si... tu ne vas pas faire libérer mon mari qui est actuellement au goulag de Colima, je tue ta famille. Donc, il décide de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, et il part aidé par un pote. Il va aller jusqu'à ce fameux goulag. Alors, comment vous dire ? Vous voyez les transports d'esclaves dont on vous parle très souvent, les conditions apocalyptiques pour ceux qui ont lu 1794, ils voient de quoi je parle. C'était la même chose à l'époque. Super, mais de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà. Donc ils partaient souvent des ports du nord, etc., comme Mourmansk, etc., et ils faisaient tout le tour arctique pour arriver
dans la mer du Japon, pas bonne idée parce qu'il y avait les eaux territoriales, mais en tous les cas, ils avaient encore des eaux à eux, et ils arrivaient par Magadan, qui était un port d'arrivée de tous les condamnés et ennemis du peuple, parce que là, il n'y a que les ennemis du peuple qui étaient dans ce goulag. Bref, c'est l'un des plus tristement célèbres goulags qu'on connaisse. Super, on n'a pas du tout envie d'y aller. Et lui, il va se mettre, il se jette dans la gueule du loup volontairement pour récupérer ça. Alors, on va suivre tous ces personnages qui vont avoir une vengeance et une volonté personnelle, soit d'enfoncer l'un, soit de sauver l'autre. Zoya va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va plonger dans les Voris, qui sont cet état dans l'état, c'est-à-dire ces bandes de voyous qui sont sans foi ni loi et qui ne respectent pas du tout l'état, même l'état soviétique, le KGB n'a rien à carrer. Et il va se retrouver donc pris dans le piège, sa femme va être pris dans le piège, ses filles aussi, la femme de ce prêtre et le prêtre également. Enfin bref, tous ces personnages vont s'assembler, tout ça sous la chape de plomb de la déstalinisation, des pouvoirs publics, des services secrets qui décident de mettre la main dessus, de la police politique. Que du bonheur. Avec les commissaires politiques, que du bonheur aussi. Voilà, bon bref, vous avez tout ça. Alors, le seul truc, c'est que j'ai un peu râlé sur le titre, parce que le titre, bon, c'est le goulag en question, ou les plaines, où sont positionnés plus exactement le goulag, c'est les plaines de Colima. Sibérie. Vous voyez le Japon, vous remontez un tout petit peu plus haut, les plaines de Sibérie, c'est là. Vous voyez ce que... voilà, Sibérie orientale, c'est que du bonheur. Il y a l'endroit le plus froid du monde vers là. Voilà. Des fois, ils ont au moins 71 degrés. Hein. Waouh, ça, moins 40 déjà, c'est l'été. Hein. Pas envie d'y aller là-bas. Moi, je suis pas frileuse, mais là, faut pas déconner. Et en fait, on va suivre tous ces personnages-là. Moi, le seul truc qui m'a gêné, c'est dans le titre, parce que le titre anglais, parce que je regarde toujours le titre anglais. Le titre anglais, c'est... En fait, je sais pas pourquoi ils ont traduit Colima. Je suis en train de me poser des questions, sérieux. Hein. Parce que, quelquefois, les titres sont mal choisis. Là, c'est le discours secret, de Secret Speech, le titre véritable, qui est largement plus explicite et plus... qui peut résumer mieux... Qu'est-ce que j'allais chercher comme mot qui résumait, ou qui résume mieux, le contexte de tout le livre et pourquoi il commence et comment ça finit, etc. La seule chose, outre le titre, parce que là, vous pouvez imaginer que ça se passe que dans un goulag. Non, en gros, vous avez un 5e qui se passe dans le goulag. Allez, peut-être 2 5e si vraiment je suis gentille. Voilà, donc ça... c'est pas véritablement ce qui est prépondérant. Le seul truc, bon, moi j'ai beaucoup aimé la lecture, c'est très agréable, c'est un page turner. Hein. Voilà, c'est comme Enfant 44, on tourne les pages, on veut savoir ce qui arrive, on y va. Mais il n'y a rien de transcendant dans le sens où moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus politique, comme par rapport à Enfant 44, beaucoup plus dépaysant. Il y a un très bon travail sur les camps et l'univers concentrationnaire des goulags. Ça. Mais il fait des bonnes recherches généralement sur le sujet. Le seul truc, c'est que j'ai vu arriver la fin assez facile. Et que la fin est pour moi... voilà. La fin est pour moi trop... Je vais vous spoiler si je dis ça. Trop attendue. Voilà. Pour moi, c'est trop attendu. C'est une évidence qu'il allait le finir comme ça, et du coup j'ai pas été surprise, malgré le fait, comme je vous dis, que l'histoire mêlée à l'intime est vachement intéressante. Voilà, les relations père, fille adoptive, et quelle que soit la condition des deux filles, c'est un beau portrait d'un père adoptif qui sait pas se positionner, qui a fait des conneries, ça c'est soit il a tué les parents, donc c'est pas une bonne idée, mais en tous les cas qui essaye de se racheter par tous les moyens et d'essayer. Il a eu une raison pour avoir tué les parents, mais il essaye de se racheter comme il peut. Et c'est aussi par moments quelqu'un de touchant dans ce côté jusqu'au boutiste d'aimer ses enfants, quoi qu'elle fasse et quoi qu'il advienne. Voilà. Donc Colima, Tom Rob Smith, donc c'est chez Potterhead, c'est l'auteur de Enfant 44, donc vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous lire les deux.
Autre livre, et là je vais dire que c'est pas un cœur, mais que c'est un petit cœur. Il n'est pas un demi-cœur, il est petit cœur. J'ai pas eu de cœur, mais j'ai petit cœur. Petit cœur. Alors, je vous avais expliqué dans la pile à lire que de mars, bien sûr, que je l'avais pris uniquement pour le prénom de l'auteur à la librairie. C'est un roman qui est sorti en septembre 2020 que je n'avais pas vu passer personnellement. Même il paraît il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, la grande librairie, ils en avaient parlé. Alors je suis la grande librairie, mais j'avais dû louper le truc. Bref, j'ai bien fait. Alors il me semblait que ce prénom était iranien, j'avais raison. Negar Javadi, donc Arène chez Liana Levy, je vous montre. Alors on est vraiment dans un roman contemporain, un roman urbain, un roman choral. C'est un roman où on suit plusieurs personnages qui ont un dénominateur commun. C'est un jeune homme, Issa, qui est allongé sur les quais de bord de canal à Paris, qui est mort, et qui est en plus ou moins le point central de ce qui va se passer, de la déflagration de ce qui se passe. Un peu une mine à la défragmentation. Il est par terre et ça part dans tous les sens. Alors, on va suivre un homme qui a réussi sa vie, qui vient d'un quartier difficile de Paris, puisque ça se passe Paris dans les quartiers Est, donc dans certaines cités, avec des gens qui travaillent comme ils peuvent, des invisibles, des gens qui tirent la langue pour survivre d'ailleurs, d'autres qui ont déserté tout, qui ne croient plus ni en l'État, ni en la justice, ni en rien du tout, d'autres qui traficotent, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà, il y a des migrants, il y a des gens qui sont là, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qui sont là, on sait pourquoi, mais bon, ben, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et au milieu de tout ça, il y a quelques personnages qu'on va suivre, notamment un qu'on va suivre plus précisément, qui est un homme qui a réussi sa vie justement, qui fait partie, enfin qui serait un peu le directeur Europe de l'équivalent de Netflix, si vous voulez, qui revient à Paris pour une réunion. On va lui voler son portable. Ce jeune garçon Issa va lui voler son portable, il va lui courir après, parce que bon, bah, c'est un portable professionnel avec toutes les données sensibles qu'il peut avoir, et il va se passer quelque chose, et il s'en va, et il ne sait pas ce qui arrive après. De l'autre côté du canal, une jeune fille qui était en difficulté, qui s'est sortie de chez elle en claquant la porte, plus ou moins, va voir quelque chose, elle va filmer et elle va diffuser cette vidéo. Et parallèlement, on suit des flics, 3 flics, des brigades, pas la BAC, mais vous savez, les flics pas municipaux mais nationaux qui patrouillent dans les villes. Ils sont à pied, ils voient ce gamin allongé par terre, ils vont y aller, et une des policières d'abord l'interpelle parce qu'elle a vu qui c'était, et elle lui dit alors lève-toi, machin, et comme il bouge pas, elle va faire un geste qui va être très mal interprété sur la vidéo, puisque la vidéo va être tronquée, ça va partir en live, les politiques s'en mêlent, l'extrême droite s'en mêle, les journalistes s'en mêlent aussi, et va se réveiller le lendemain matin cet homme à qui on a volé le portable, qui se trouve dans une merde noire, en fait, parce qu'il est obligé de mentir sur le fait qu'il était là, pas là, etc. Sa mère habitait encore ce quartier, elle sait quelque chose, mais elle ne veut pas lui dire. Elle, en plus, elle abrite un migrant, mauvais plan, enfin, en tous les cas, pour l'histoire de tout le monde. Et on va suivre tous ces personnages dans ce roman choral, dans les quartiers Est de Paris, avec tous les thèmes de la société qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, la dénonciation, la drogue, les petits boulots, l'insécurité, l'amour, le désamour, l'amitié, la loyauté, les mensonges, enfin tout. La vie en général. Au milieu de tout ça, l'auteur nous met de temps en temps, et ça c'est fort à propos, puisque c'est beaucoup l'emballement médiatique suite à ce qui va se passer, et donc elle nous met de temps en temps des encarts qui ressemblent à des SMS, qui ressemblent à des tweets, avec des réponses de tweets. Et on va suivre en fait, et je vous le dis tout de suite, c'est que elle mêle tout le monde. Et on peut sauter d'un à l'autre, personne. Je cherche les tweets. Voilà. J'aurais pu faire mon boulot avant, mais bon, vous savez que moi c'est toujours un peu à l'arrache. Voilà.
Donc il y a des tweets qui se répondent, donc forcément vous savez le côté emballement de la bestiole, il y en a un qui dit quelque chose, tout le monde retweet, même s'ils n'ont pas vérifié l'info, on s'emballe, on balance, et après ça fait boule de neige. Le seul truc c'est que effectivement moi j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, d'ailleurs je lirai un autre, elle a écrit Désorientale et ça m'intéresse beaucoup, son résumé. Le seul truc c'est qu'effectivement elle suit tous les personnages et elle saute d'un personnage à un autre, d'une situation à une autre. Donc si vous avez l'habitude des romans bien structurés, où dans le même paragraphe, il peut y avoir deux personnages qui ne sont pas ensemble, mais qui se répondent en écho selon ce qu'ils sont en train de faire, vivre ou dire, si ça vous dérange pas, allez-y. Mais c'est une jolie plume, c'est bien écrit, c'est palpitant, c'est des gens comme vous et moi qui sont attirés lors d'une situation qui peut arriver dans la vie, malheureusement, qui peut arriver d'être aspiré comme ça par des interprétations ou même ses propres actions, des choses qu'on n'a pas envie de dire, des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses que peut-être dans notre vie à présent, on n'a pas envie d'exposer tout simplement, ou que on est entre deux eaux et que on veut protéger l'un, mais vous savez, on ménage la chèvre et le chou et la chèvre, enfin je me rappelle plus l'expression, c'est quoi? Ménager le chou et la chèvre. Bon bref. Et donc franchement, Arène de Negar Djavadi, c'est vraiment un roman contemporain, urbain, choral qui ne peut que vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est quand même assez acéré hein, sur la société de maintenant. Tout le monde s'en prend pour son grade. Wouh, à tous les étages. Personne n'est épargné. Et j'ai bien aimé parce que ça empale pas mal. Hein. C'est bien. Ça fait pas mal. Il y en a qui devraient lire ce genre de choses. Voilà. Donc vous ressortez de là déjà quand vous êtes comme moi, pas particulièrement fan d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Parce que ça c'est la parenthèse. Quelqu'un gentiment m'a dit mais ah oui mais tu fais pas de vlog de ta vie et tout. Je dis premièrement ça non. Et puis j'ai jamais été comme ça. J'ai pas été élevée comme ça. Donc chez nous on n'expose pas. Là, très peu. Donc c'est pas ma truc. Moi, je suis la première à regarder les vlogs des autres, la voyeuse. Mais je vais pas les balancer. Et ne vous vexez pas parce que je sais qu'il y a une blogueuse, enfin une booktubeuse étrangère que je connais, que je suis depuis des années. La fois, elle m'a dit, mais tu ne Instagram jamais ou tu ne retweets jamais mes vidéos et tout. Il y a plein de gens qui le font. Je dis parce que moi, que je sois la voyeuse de tes vidéos, bon tu t'exposes, mais que je sois la voyeuse, que je regarde, que ça me plaise, oui, que je mette des pouces, que je te mette un petit mot dessous, ouais. Inciter les gens sur une plateforme avec des gens qui vont voir mon retweet que je ne connais pas, parce que la plupart de mes réseaux sociaux sont publics, puisque c'est mon nom d'artiste, et que je suis là en tant qu'auteur et romancière, donc je suis, entre guillemets, répertoriée comme un personnage public. Tout le monde peut voir mes stories sur Instagram, tout le monde peut voir mes tweets. Facebook non parce que c'est un truc fermé, mais je me vois pas retweeter quelque chose en disant ah j'aime bien la vidéo de machin pour que tout le monde puisse avoir accès à sa vie. Alors elle le fait ce qu'elle veut, mais moi de mon principe à moi ça me gêne de retweeter la vie privée de quelqu'un qui ne m'a pas donné l'autorisation formelle. C'est pas parce qu'elle a fait un vlog qu'elle a donné l'autorisation à la terre entière de faire montrer sa vie partout. Voilà. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est à peu près ça. Et donc dans ce livre, ça peut montrer à peu près le danger de surexposition, on va dire. Alors, je vais passer à un de mes auteurs chouchou, chérie. Alors, c'est pas un cœur, mais c'est pas un gros cœur, mais c'est un petit cœur comme l'autre. Petit cœur. Bon, petit cœur parce que, bon, pour une fois, il m'a pas arraché le cœur. On est bon. Oui, parce que généralement, il m'arrache le cœur, lui. Vous voyez de qui je parle, oui. Ah bah, je suis prévisible, hein, comme fille. Antoine Choplin, oh mon Dieu. Nord-Est. Alors, c'est un roman assez particulier. Je parlerai plus d'un long poème initiatique, même si ce n'est pas un poème à proprement parler. Attention, ne vous affolez pas. Mais vous savez qu'Antoine Choplin insère les dialogues à l'intérieur de paragraphes. Il ne met pas de tiré, il n'y a pas de dialogue à proprement parler, il insère ces dialogues. Il n'a pas de guillemets
pour vous dire « Ah, c'est un dialogue !» Voilà. C'est pas un poème, mais moi je l'ai pris comme un poème et un roman initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en présence de 4 hommes qui vont partir d'un camp à une période non déterminée, dans un contexte non déterminé, même si on arrive à peu près à comprendre ce qui s'est passé. Et ils veulent rejoindre donc les plaines du Nord-Est. Donc ils vont partir. 4 personnages très différents, qui ont une optique différente, qui ont surtout une vision et une motivation différentes. Et ils vont partir comme ça, à papates, pour rejoindre donc ces fameuses... Alors, il faut escalader une montagne, descendre. Et en chemin, ils vont croiser des gens qui soit sont là, bah, ils ont voulu faire le même chemin, ils se sont posés, ils en ont eu marre, ils sont pas repartis, soit qui décident de leur emboîter le pas, pour des raisons diverses aussi. Et tout ce petit monde va affronter la nature, l'adversité, la volonté, la motivation, et pourquoi on y va, et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qui s'est passé. Et puis les petits secrets de tout le monde, et puis la petite chose qui est dans votre cœur et qui vous fait marcher ou aller plus vite que les autres, ou tout simplement qui vous motive moins, ou qui va vous restreindre dans certaines choses. Par exemple, il y a un personnage qui écrit des poèmes et qui ne parle pas. Voilà, il ne s'exprime que comme ça. Franchement, bon, ils vont croiser plein de gens et j'ai un petit troupeau qui va se mettre en marche. Comme d'habitude, avec Chopin, il y a une espèce de fin semi-ouverte où vous pouvez imaginer ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Le seul truc, c'est des romans. Moi, ce que j'aime chez Chopin, c'est que ça vous fait réfléchir. C'est-à-dire que quand vous avez... Tout au long du livre, déjà, vous réfléchissez, quel que soit le livre. Moi, L'Impasse, il m'a arraché le cœur et les boyaux. Partiellement Nuageux, n'en parlons même pas. Enfin, les deux autres aussi, c'est pareil. Mais quand je reviens sur mes lectures de Chopin, honnêtement, je pense que L'Impasse m'a véritablement, plus que fait réfléchir, m'a arraché tripes, boyaux, cœur et tout ce qui va avec. Enfin, je pense que j'avais plus rien derrière. Enfin, dedans. Ouais, il devait rester 2-3 merdes, mais pas beaucoup de choses. Et partiellement Nuageux m'a fait réfléchir, mais autrement. Celui-ci, le fait que ça soit un espèce d'endroit qu'on ne sait pas définir, une période qu'on ne sait pas définir, on ne sait pas ce qui... On se doute, mais chaque personne verra sa propre interprétation de ce qui est. Et à la fin, il vous fait réfléchir. Est-ce que vous auriez entrepris ce périple ? Est-ce que vous voulez laisser une trace ? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui répertorie au dessin toutes les traces des civilisations anciennes qui ont l'air d'avoir plus ou moins disparu ou qui sont plus ou moins plus intéressantes. La mémoire des hommes. Quelle est l'empreinte qu'on peut laisser ? Et pas forcément une vidéo, hein. Je parle pas de ça, je parle pas des empreintes numériques, je parle d'autre chose. Là, il parle d'empreintes dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Ce petit truc que vous allez laisser, cet héritage que vous allez laisser, qui n'est ni un héritage de biens, ni un héritage de photos, ni de vidéos, ni de musique. Quelque chose que vous allez laisser dans le cœur et dans l'âme de quelqu'un qui va le transmettre à un autre, même si cette personne ne vous a jamais connu. Pour le fait que les hommes traversent les siècles, depuis la nuit des temps, il y a plein de gens qui sont morts avant nous, et pourquoi certaines personnes restent comme ça et se fondent dans la masse. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est que nous aussi, on sera fondus dans la masse et que quelqu'un se rappellera de nous historiquement et que... Ah, il y a aussi une très jolie, mais ça c'est normal, enfin, ça me semble évident, comme il marche vers quelque part, il y a cette espèce de migration. L'esprit de partir de ses racines ou de ses attaches pour aller ailleurs. Pas forcément pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais voir transmettre autre chose. Voilà. Après, ça parlera peut-être aux gens qui, comme moi, ont des gens qui ont migré. Voilà. Donc, je rappelle, Antoine Chopin, Nord-Est. C'est toujours chez La Fosse aux Ours. Hein. Oui, j'aime bien La Fosse aux Ours.
C'est joli. J'aime bien. C'est joli. C'est ça bon. J'aime bien les nounours. Oh, ah, je vais vous montrer le nounours de Hux parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé. Enfin, c'est pas un nounours, c'est un lapin. Putain, attention. Je tiens Pimpin. Je fais doucement parce que si l'autre il voit que j'ai Pimpin, je vois quand même pas. Ça, c'est Pimpin. Je vous présente Pimpinet. Pimpin avec le petit Pimpin. Ça, c'est Pimpin. C'est Pimpin de. Il a eu quand il avait 2 mois et demi. Il y a bien de poils, cette merde. Super! Et comme quelqu'un m'a dit, la prochaine vidéo, tu peux nous montrer le petit nounours de Hux? C'est Pimpin. Je l'ai lavé, petit aparté, je l'ai lavé, il sentait le propre, hein, la lessive le chat. Ça lui a pas plu, il a traîné dans tout l'appartement, moi, il me le met dans la litière. Je dis, non, pas Pimpin dans la litière. Bah, regardez, il fait, mais il sent pas comme d'habitude. Ah bah oui, il sent le propre. Donc là, il sent plus le propre, il s'est roulé dedans, hein, donc ça sent le chat. Enfin, moi, je sens pas, mais ça doit sentir le chat. Alors, le prochain, c'est mes potes. Donc, France Éditeur, que vous avez peut-être appris à connaître depuis. Mes potes de Berlin qui m'ont gonflé, hein, personnellement. Quand ce livre est sorti en me disant, il faut que tu... Enfin, c'est des nouvelles. Il m'a dit, il faut que tu lises les dernières nouvelles de Schling, c'est génial, tu vas aimer, il y a des choses qui vont te faire réfléchir. Je me suis dit, putain, encore un livre qui fait réfléchir, ça fait déjà le 3e, là. Oui, je suis désolée, là, c'est la journée, le mois de la réflexion. Et donc, j'ai dit, oui, mais bon, il n'est pas sorti en France. Donc, évidemment, les deux curieux, ils avaient lancé une alerte. Quand le truc était en passe de sortir en France, ils m'ont envoyé un truc en me disant, maintenant, tu t'en fous, tu t'arrêtes tout, tu lis. J'adore mes potes. Donc, le bandeau leur plaît beaucoup, parce que je leur avais montré par Zoom. On se fait des soirées Zoom avec mes potes. Enfin, pas qu'avec ces deux-là, hein, avec les autres. Hein. C'est le bordel, généralement. Si j'arrive si j'arrive à en placer une, pourtant, hein, Bibi. Si j'arrive à en placer une en tant que fille, parce que généralement, je suis la seule fille de ces dîners Zoom, je défends la cause, hein, les filles. Je vous le dis, je défends la cause. Parce que... Voilà. Oh, c'est pas piqué dans le temps des fois. Voilà, alors ils ont beaucoup aimé le bandeau. Vous savez comment les bandeaux je les vire, donc je l'ai gardé pour leur montrer. Oui, Bernard Schlink. Oui, le papa de le liseur, ou de Olga, ou comment il s'appelle? La femme sur l'escalier. La femme sur l'escalier. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Bon, bref. Donc je vais vous montrer le livre, hein. Donc, c'est 9 nouvelles qui s'appellent Couleur de l'adieu. Couleur de l'adieu. Je me rappelle plus l'autre. Amour en fuite. Je crois. Amour de fuite. Fuite d'amour. Bah, il y a amour et fuite dedans. Hein. Oh non, écoutez, je fais ce que je peux, hein, déjà. Voilà, donc Couleur de l'adieu, donc de Bernard Schlink. C'est chez, évidemment, Gallimard. Donc, c'est des nouvelles. C'est 9 nouvelles. Alors... Premièrement, il faut quand même que je le dise, c'est des nouvelles qui forcément indépendantes, mais qui ont un thème commun, qui ont un thème véritablement, qui ont des thèmes assez forts dans le sens où c'est des thèmes qui parlent de remords, de regrets, d'actions passées, de mise devant le fait accompli de son passé, des choses qu'on aurait dû faire, qu'on aurait pu faire, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on a fait, qu'on aurait voulu avoir fait. Vous voyez le truc? Voilà. Alors, c'est quand même à dire, il y a quand même une petite inégalité dans les nouvelles. Les 2 dernières sont quand même un peu moins au niveau des 7 premières. Mais, sur l'ensemble, c'est vraiment un très bon recueil de nouvelles. Ça va vous faire réfléchir à chaque fois, je suis désolée. On croise un ex-agent de la Stasi, ou en tous les cas un mec de la RDA qui a trahi un de son meilleur ami, pour pas que cette meilleure amie l'abandonne, parte à l'ouest, parce qu'il pensait qu'il allait perdre sa vie là-bas, qu'il allait tout perdre, ce qu'il avait plus ou moins monté en RDA, et quand sa fille va chercher le dossier à la Stasi, il est mis devant... Voilà, il se pose des questions. Il y a 2 anciens, on va dire adolescents, qui s'étaient croisés quand qu'ils avaient une quinzaine, vingtaine d'années. Lui était amoureux d'elle, elle aimait bien, mais pas plus. Et puis, bon, il en avait marre, donc il s'est cassé.
il est revenu 50 ans plus tard pour donner une conférence. Il est retombé sur la demoiselle qui était plus vieille. Et pareil, devant le fait accompli, devant un reproche qu'on va lui faire, il va s'apercevoir qu'il a eu une vision de la situation biaisée. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fait si, en fait, à l'époque, il avait su. Et toutes les nouvelles sont sur ce style-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, vous réalisez quelque chose. Alors, peut-être que sur le coup, ça vous a paru la meilleure décision à prendre. Mais la vie est un retour de manivelle. Hein. Vous prenez souvent une manivelle dans la gueule, hein, au moment où on s'y attend le moins, généralement. Mais pas forcément méchante, mais quelquefois c'est parce que vous n'avez pas osé dire à quelqu'un merci, bonjour, au revoir, je t'aime pas, je te déteste. Enfin bref, ce genre de choses que l'on peut dire à quelqu'un et sur le moment ça vous semble absolument pas fortuit du tout, ou en tous les cas, bah non, on va peut-être pas le dire, toi, c'est toi qui dis qui est, hein, premier, parce que ça arrive, hein. Et vous vous retrouvez peut-être 5 ans après, 10 ans après, face à quelqu'un qui vous dit mais pourquoi tu me l'as pas dit? Qui ça? Moi? Oh merde! Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Voilà. Alors ça a fait écho dans la vie de la bête. Surtout sur une nouvelle, parce que ça m'est arrivé, enfin, pas textuellement comme Schlink l'a écrit, mais ça m'est arrivé, voilà, sans rentrer dans les détails intimes. J'ai appris un jour, lors d'un dîner entre potes, que le garçon que je convoitais quand j'avais une vingtaine d'années, que je convoitais, disons que je jetais beaucoup. Convoité. J'étais avec un autre, mais celui-là, il me plaisait beaucoup. Voilà. Et comme l'autre, on était en train de finir notre relation, je m'étais dit, tiens, c'était sur un malentendu. Et j'avais l'impression que moi, je l'intéressais pas des masses. Comme copine, oui, mais plus, non. Donc, vous savez, quand vous avez entre 18 et 21 ans, soit vous êtes très sûr de vous et vous avez envie de... Voilà. Mais nous, on n'était pas ce style-là. En plus, voilà, quand c'est quelqu'un que vous avez comme copain depuis des années, franchir le pas entre amitié et amour, c'est toujours avoir la possibilité de foirer tout. Hein, voilà. De se fâcher complètement et de perdre le pote et l'amant. Donc, il faut être sûr. Et donc, moi... Ah oui, moi je suis pas téméraire sur ce genre de choses. De toute façon, moi il me faut un 4 par 3 hein, pour que vous... Si quelqu'un un jour sait que quelqu'un est amoureux de moi, il faut me le dire, mais en 4 par 3 il faut m'asseoir et me dire, bon alors voilà, tu l'as peut-être pas vu, de toute façon tu l'as sûrement pas vu, mais on te le dit, c'est sûr et certain. Hein, voilà. Parce que moi, vous pouvez me le mettre sous le nez, si c'est pas écrit en gros, en gras, et que la personne me le dit là, je passe très souvent pour une ahurie quand on me dit quelque chose. Hein, voilà, surtout sur ce plan-là. C'est le problème d'avoir été élevé qu'à des garçons, je n'ai pas les codes. Hein. Voilà, je n'ai pas les codes. Donc ça, je connais pas. Moi, amitié, fille, garçon, oui, mais alors le reste, je n'ai pas les codes. Donc des fois, c'est un peu... Ça peut faire rire. Mais mes ex étaient morts de rire. Hein, je veux dire, ils ont un peu galéré quand même. Et donc, bah voilà. Et 10 ans ou 15 ans, peut-être 12 ans après, repas de potes au ski. Donc repas normal, hein, basique. On va sur le balcon, on avait un verre de vin, papoter, machin, etc. Puis je sais pas de quoi on est venu à parler. Et il y en a un qui dit ah bah quand même de toute notre bande de skieurs là, il y a qu'un couple qui s'est formé depuis le temps quand même. Merde c'est con, on aurait pu s'amuser. Et je lui dis bah en fait on était 3 filles. Bah, celle qui est en couple c'est la rapportée donc en gros bah non quoi. J'ai dit en plus, excusez-moi les mecs, personne s'est déclaré quoi. Et j'ai vu mon pote en face se blêmir, enfin le garçon que je ziotais. Je me suis dit ah merde qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Voilà, et donc on s'est retrouvés tout seul sur le balcon, il m'a dit tu as jamais remarqué que j'étais amoureux de toi? Je fais qui moi? Qui toi? Ah bon? Première nouvelle. Voilà. Ah bon après je suis tranquille parce qu'il a une femme adorable, 4 gosses, il est heureux, etc. J'étais pas du tout la femme de sa fille, mais ça aurait pas été mal. Hop Chut. Sois sage. Lisa, attention. Sois sérieuse. Commence pas à déconner. S'en fout, il le sait. Et sa femme aussi, parce qu'elle était morte de rire après. Ah ouais, moi je m'entends bien avec... En plus, c'est pas un ex, donc je pouvais dire ce que je voulais. Donc voilà, couleur de l'adieu. Si des nouvelles courtes, en plus vous pouvez les lire comme vous voulez. C'est vraiment... elles sont assez courtes, elles font 30 pages en gros.
par nouvelle. Donc voilà, vous pouvez le prendre en marge comme livre. Moi j'aime bien ce genre de choses. On lit une nouvelle, on lit un autre livre et puis on reprend une nouvelle. Voilà. J'ai bien aimé. Donc merci France Éditeur. Comment on dit je vous aime. Je sais dire je t'aime. Si je l'ai dit. Oui, c'est moi appris ça. Bon, alors, je l'ai dit chaud deux, hein, faites pas chier. I love you guys. Ah, ça va. Et dernier livre que j'ai donc fini samedi. Donc ça, je l'avais vu sur la chaîne de Séverine. Donc je rappelle, je suis obligée de dire, il est bien ce livre. Tout le monde sait qui est Sév. Enfin, si vous savez pas qui est Séverine sur Twitch et YouTube, c'est que vous avez raté votre vie. En gros, hein, faut pas être méchante, hein, mais voilà. Donc, je l'avais vu passer parce que Mademoiselle a adoré le mystère de Jérôme Bosch, du même auteur, donc de Peter Dempf. Donc là, chez Cherche Midi. Et elle a eu l'avant-première, entre guillemets, de celui-là, donc le mystère Caravage, qu'elle a reçu. Et quand elle l'a montré à l'écran, il y en a une qui a auto-ventilé derrière l'écran, qui a fait « Oh, Caravage! Oh, Caravage !» Je crois qu'elle m'a même dit dans le chat « Respire, Lisa, ça va aller !» Caravage, Caravage, voilà. Non, parce que je vais pas revenir, hein, mais vous avez déjà Bronzino, Caravage de Boulogne, Turner, Sisley, Constable, Soulage, l'homme de ma vie, celui-là. Voilà, vous avez pas mal de Fantalatour. Voilà, j'ai failli oublier Fantalatour quand même. Voilà, mais dans le clair-obscur, dans le truc lumière, etc., de cette période-là, je dois avouer que Caravage et de Boulogne, etc., c'est des peintres qui, moi, me parlent. Voilà, et d'autant plus Caravage qui a une vie un peu dissolue. Ah, il n'était pas piqué dedans. J'aurais bien aimé ce garçon. Voilà, alors, je vous le dis, dans sa vie, en gros, il s'est battu, il est allé en tôle, il a fait des peintures, alors, inspirées bibliques, mais où il faisait poser des gueux et des prostituées, qui n'est pas trop du goût de l'église, hein. Ah, voilà. Et le jeune homme s'appelle, en vérité, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Et le fameux Michelangelo est un peintre qui n'est pas trop aimé par ses pairs, hein, sauf Rubens, qui lui trouve beaucoup de talent. D'ailleurs, les autres, c'est des crétins, puisqu'ils n'avaient rien compris. Enfin, ils étaient très jaloux, je pense. Et surtout, il a une liberté, une vision autre qui fait que les autres sont très, ils sont très maniérés, c'est très biblique, quoi, voilà. Alors il faut aimer, hein. Enfin bon, il y a des très très beaux tableaux, mais c'est du classicisme absolu, ça respecte les dogmes de l'Église. Attention, il y a l'Inquisition pendant cette période en Espagne, donc on évite de se retrouver sur le bûcher. Voilà, lui il en a rien à carrer. Alors, le livre, il faut le savoir, ce n'est pas un livre sur Caravage. Ce n'est pas un livre qui explique la peinture de Caravage. Partez pas bille en tête, parce que la véritable héroïne, le personnage principal de ce roman, c'est Nerina, qui est l'apprentie femme que Caravage a pris à son service, qu'il a décidé de prendre comme élève. Et en fait, on est au début dans le Rome des intrigues. C'est-à-dire que nous sommes entre deux élections de pape, avec toutes les ramifications et les arcanes de ce genre de choses, puisque à l'époque se faisaient la guéguerre les Français, les Italiens et les Espagnols, sachant que les Espagnols avaient la main mise sur la papauté depuis quelque temps, et en plus qu'ils essayaient un peu de foutre le bordel avec leur inquisition. Les Français voulaient absolument récupérer la bestiole, et évidemment les Italiens se disaient ça va 5 minutes, les Espagnols, mais on va peut-être mettre quelqu'un de chez nous. Et il y a les grandes familles d'Italie. Alors, je pense que vous connaissez tous Médicis, Sforza et la clique Aldobrandini. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Borghese. Enfin bref, toutes les grandes familles qui, évidemment, œuvrent dans l'ombre, ou dans la lumière d'ailleurs, pour placer leurs pions. Alors, le cadet, le deuxième, le troisième, le cousin germain, enfin bref, tout le monde essaye d'avoir
la papauté. Et donc, parmi tous ces gens-là, il y a un homme qui est du clan Borghese et qui décide de, en fait, briguer. Et il va œuvrer dans tous les sens. Mais au milieu de tout ça, il y a les commandes qui sont faites de peinture à Caravage. Et il va être au milieu d'un espèce de petits règlements et de petits arrangements entre amis et ennemis pour pouvoir tirer le parti que cet homme est quand même un peu sulfureux pour, en gros, descendre la partie adverse. Voilà. Et on va suivre Caravage, son apprenti Nerina et plusieurs personnages, des espèces d'espions. Des grandes familles qui vont renseigner les cardinaux, qui vont renseigner un homme puissant pour essayer de récupérer. Et on va suivre effectivement Caravage à Rome, puis à Naples, puis en Sicile, pendant sa fuite jusqu'à Malte, etc. On va le suivre, mais ce n'est pas un roman sur lui. On suit des peintures, on nous apprend des peintures. Alors si vous ne connaissez pas Caravage, ça va vous apprendre des noms de peintures que vous pourrez aller voir en vrai ou sur le net. Je rappelle, parenthèse 2, que le musée du Louvre a fait plusieurs conférences sur Caravage. Allez les voir. Ils font des conférences. Alors, c'est des maîtres de conférences. Hein. C'est pas le grouillot du coin qui fait la conférence. C'est des maîtres, des directeurs d'exposition, des spécialistes Caravage qui font ça. C'est pas le grouillot, ni moi. Même si je connais un peu Caravage, mais à côté, je suis une gueuse. Hein. Voilà. Allez voir, parce que si vous connaissez pas Caravage, ça va vous apprendre un peu sa vie, un peu sa vie, un peu la façon dont il avait de peindre, ses excès de boissons, de prostituées, d'emportements, de coups de poing, etc. Et ça va vous apprendre comment il peignait, sur quoi il peignait, qu'est-ce qu'il a fait comme tableau, quel est le dernier tableau qu'il a peint, comment il a été uniquement exposé par Rubens, qu'il est tombé un peu dans l'oubli après sa mort, mais que le 19e l'a relancé. Voilà, il y a plein de choses. Alors, c'est juste que je voudrais que vous commenciez, pour ceux qui ne connaissent pas Caravage, et ni la vie de Caravage, hein, je vous le dis tout de suite, allez directement à la page 583, parce que dans la postface, l'auteur a eu l'intelligence, et ça c'est ce que j'aime quand on fait ce genre de truc, c'est de prévenir que un roman n'est pas forcément lié à la vérité historique, ce que le différencie d'un ouvrage scientifique. Voilà. Et il y a toutes les dates les plus importantes de la vie de Caravage et ce qu'il a vraiment fait. Parce qu'à un moment donné, il y a quelques révélations du roman, enfin dans le roman, dans l'histoire, dans cette espèce de policier, d'enquête plus ou moins policière, d'espionnage, etc. Il y a une révélation qui n'est pas vraie, enfin qui n'est pas la vie du vrai Caravage. Après, on n'était pas derrière lui pour savoir, hein, attention. Mais voilà, il se sert, évidemment, Peter Dempf, de tout ce qu'on peut imaginer, savoir, peut-être envisager sur Caravage, parce que, en fait, c'est un mystère, ce type. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais si vous ne connaissez pas, il vaut mieux quand même savoir les gros moments de la vie de Caravage pour après resituer à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez vous paumer, vous allez prendre pour argent comptant des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais toute l'histoire de cette période-là, les intrigues au Vatican, les intrigues à Rome, les intrigues à Naples, la rébellion de Naples, les hospitaliers à Malte, la façon dont ils étaient imbriqués avec certaines personnes, les alliances que tout le monde a pu faire pour essayer de tirer la couverture à soi et de dévêtir le voisin d'à côté. Et aussi, évidemment, la lutte sur les beautés, sur les possessions, qui possédait le plus beau, le nombre de tableaux le plus important, celui qui pouvait avoir les moyens de payer un peintre pour faire une fresque monumentale, rien que pour emmerder le pape. Oui, ça, c'est arrivé. Il était bon lui pour faire ça. Qui va payer un peintre comme Caravage pour faire un tableau qui risque de défrayer la chronique, ou Caravage lui-même, en fait, se met en scène et règle ses comptes dans les tableaux. Voilà. Alors, effectivement, un des tableaux dont on parle le plus, c'est celui où il avait fait poser une prostituée.
comme Marie, hein. Voilà, voilà. Non, oui, bah oui, voilà. Encore s'il avait fait Marie-Madeleine, on se serait dit, bon, bon, hein, à la base, voilà, elle n'était pas toute blanche non plus. Mais alors, Marie, bordel, voilà. Donc, vous imaginez pourquoi l'Église, notamment catholique, était pas, non, non, pas content. Voilà. Alors, c'est un bon roman qui est un page turner comme Colima, qui se lit bien, qui se lit vite, qui est agréable à lire. Il y a plein de sous-intrigues. Alors attention, il y a plein de personnages, et des fois il y a des personnages qui, dans le même chapitre, alors c'est des chapitres assez courts, hein, c'est fait pour les vieux comme moi, c'est bien écrit gros. C'est des chapitres qui, quelquefois, il y a deux, trois personnages, sur 2 pages, il y a plusieurs temporalités, enfin il y a une temporalité, mais plusieurs personnages à des endroits différents. Voilà, donc si vous n'avez pas accumulé le nom des personnages et qui est qui fait quoi, qui trahit qui, et alors à un moment donné tout le monde trahit tout le monde, donc vous avez un peu le bordel, mais il faut attendre le milieu du truc, vous allez vous perdre. Hein, voilà. Mais sinon, c'est un bon roman à lire. Je vous dis, ça ouvre les chakras à la peinture, ça ouvre sur Caravage. Visez la superbe couverture avec un de ses tableaux les plus connus. Hein, voilà. Ah ben oui, hein. C'est quand même... c'est la décollation. La décollation de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. La beau, hein. Ah, la beau. C'est un très beau tableau. À vu en vrai, des beaux tableaux. Voilà. Non, mais moi, Caravage, j'aime. Voilà. Donc, mais je vous dis, c'est vraiment... c'est découpé par période de la vie de Caravage. C'est vraiment un bon roman. Assez passionnant. Je vous dis, moi, la fin... voilà, la fin, je l'ai trouvé convenue. Mais moi, je suis chiante avec ça. Je l'ai trouvé assez facile aussi. J'ai trouvé qui était qui assez rapidement. Au milieu du livre, j'ai trouvé. Donc, ce qui ne m'a pas surpris pour la fin. Mais ça se lit, c'est agréable. C'est pas compliqué à lire. Je sais pas, j'ai pas lu le mystère de Jérôme Bosch, mais ça m'avait l'air d'être plus prise de tête, d'après ce que j'avais compris, beaucoup plus pointu. Là, c'est pas pointu du tout. Hein. Si vous connaissez rien à la peinture, allez-y. Mais c'est vraiment une enquête. Voilà, c'est une enquête entre espionnage, thriller, policier. Le tout sous les jupes des filles, j'allais dire, non, sous les soutanes et les blasons et les armures et le tablier d'un artiste. Voilà. Et au milieu, il y a un personnage féminin, il n'y en a pas qu'un, mais elle, c'est le personnage qu'on suit tout le long. C'est elle le personnage féminin. Il y a un joli portrait de femme aussi, de quelles étaient les conditions et comment on pouvait faire, parce que très souvent, elle se transforme en dame oiseau, puisqu'elle se grime comme un homme, puisqu'il y a des endroits où une femme n'allait pas, ou ne pouvait pas faire toute seule un long voyage, donc il fallait se grimer. Voilà, c'est aussi la vie d'une époque. Voilà, la vie d'une époque, la vie de comment c'était à l'époque, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Voilà, donc je vous dis, c'est un très agréable page turner. Moi, j'ai pas été surprise. Et je vous dis juste le petit warning entre guillemets, c'est essayer d'aller voir la postface pour aller voir les dates vraiment de Caravage si vous y connaissez pas et si vous connaissez pas du tout sa vie, que vous soyez pas à la fin en vous disant ah ouais, ah il a fait ça. Voilà, on vous le dit souvent, hein, les romans c'est de la fiction, même si c'est un truc historique. Dans un roman historique, on peut mettre des trucs qui ne sont pas vrais. C'est le principe d'un roman historique. On prend l'histoire et on l'adapte à notre histoire à nous. Sinon, on écrit un livre d'histoire, une pavasse, et on est édité chez Perrin. Et c'est chiant. Voilà. Hein. Enfin, pas chiant d'être édité chez Perrin. C'est un livre avec des bas de page qui font 4 pieds de long et qui vous prennent la tronche et qui calent 3 portes. Voilà, sinon c'est des livres d'histoire, des biographies, des monographies, des livres de stratégie, etc. Voilà, ou des trucs scientifiques. Voilà. Sinon c'est pas un roman. Voilà, dès qu'il y a écrit roman devant, il faut pas tout prendre comme argent comptant. C'était tout ce que j'ai lu au mois de mars. Content Lisa. Content Lisa. Et ça fait 1 heure. Hein. C'est fatigant quand même. Bon. Allez, je vous laisse. Prochaine vidéo, donc, la pile à lire dimanche 18h. Mercredi prochain, donc, le point sur ce qui me reste à lire. Enfin, sur le reste de ma palle.
et les quelques livres que j'ai achetés. Je sais que je vous ai montré déjà des livres d'histoire, donc je n'aurai pas besoin de vous les remontrer parce que je vous ai déjà montré. Mais j'ai acheté 2-3 livres comme ça et je ne vous montrerai pas ce que je lis en avril ni en mai, puisque je vous les montrerai dans les piles à lire. Mais ça, c'est les livres que j'ai pas encore placés, mais que je placerai, hein, mais que j'ai pas encore placés. Voilà. En plus, il y en a un autre que j'ai vu et je l'ai commandé à la librairie. C'est pas bien, Lisa. C'est pas bien. Ouais, mais j'ai pas acheté beaucoup de livres neufs ce mois-ci. Donc, c'est que des occasions, sauf un, je crois, ou deux. Hein. Ouais, le Albator, il compte pas. Mais oui, j'ai Albator, moi, le Albator, il compte pas. Les autres, je les ai reçus. Non, les autres, c'est que pratiquement que des poches, enfin des occasions. Donc, en gros, j'avais le droit de m'acheter un livre. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Pour ceux qui seront au quai du Polar samedi à Lyon, Bibi y sera. Sauf s'il y a une avarie de temps, hein, puisqu'on nous prévoit froid, pluie, neige par endroit. Enfin bon, dans le sud, neige, je pense que ça va pas immobiliser le TGV. Putain, ça immobilise le TGV en gare de Saint-Charles, c'est que tout le pays est sous 45 cm. Hein. Et puis alors là, je vous explique même pas. Déjà, quand il pleut, ils savent pas conduire, ils arrêtent limite si la ville s'arrête pas. S'il y a un flocon qui tombe samedi, la ville est sinistrée. Il n'y a plus rien qui part, plus rien qui bouge. Ah oui, non, mais il faut voir Marseille sous la neige. Hein. Ils savent même pas aller chercher le pain sans y aller avec les moon boots et les skis. Hein. Ah non, ils sont ridicules. Mais bon, c'est comme ça, ils savent pas. Hein, voilà. Oui, bah le sud de la France, la neige, c'est assez rare. Hein. Enfin, surtout vers le sud-est, vers la Provence, enfin, le littoral Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin, surtout Côte d'Azur et Provence, le littoral, la neige. Enfin, à Marseille, la fois que j'ai vu la neige, je pense qu'on verra plus souvent la Vierge que la neige, nous. Hein. Enfin, la Vierge, elle est sur la colline. Hein, donc oui, Notre-Dame, pas. Non, blasphème pas. Surtout pas avec Notre-Dame. Déconnez pas, elle nous regarde, elle suit tous nos mouvements, la voix de bord. Quand j'étais petite, on dit attention, elle te surveille. Je dis, oh putain, merde. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Puis si on est au quai du Polar, qu'on se croise, coucou. Voilà, s'il pleut, j'aurai un anorak, vous savez, genre de faux kawaii avec une, une capuche qui est tellement grande qu'on dirait l'empereur Palpatine. Il manque plus que Dark Vador à côté et on fait le couple. Puis si vous voyez quelqu'un avec des cheveux tout frisottés à la Candy, enfin là ils sont pas frisottés parce que j'ai tiré ce matin comme une folle, mais voilà. Bon, on verra bien. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention. Hein. Je vais encore dépenser des sous à Lyon, fait chier. Ouais, mais c'est pas grave. Depuis le temps que je n'étais pas allée en salon du livre, merde. C'est pas tous les jours dimanche, hein, donc c'est bon.